La Corée du Nord a procédé à de nouveaux essais nucléaires ce lundi. Un des tirs a la capacité d'atteindre les États-Unis. Les appels à un cessez-le-feu à Gaza se multiplient. 3 otages ont été tués par des soldats israéliens qui les ont pris par erreur pour des combattants palestiniens. Un homme a été tué à Odessa lors d'une attaque russe. Les débris du drone abattu ont également causé un incendie. La Corée du Nord a tiré ce lundi un missile lors d'un essai nucléaire. D'une portée de 15 000 km, cet engin de haute pointe est capable d'atteindre les États-Unis. Déjà la veille, Pyongyang avait procédé à un tir de courte portée, retransmis par la chaîne gouvernementale coréenne. Ce tir intervient quelques jours après des mises en garde de Séoul et Washington, qui ont averti la Corée du Nord que toute attaque nucléaire contre les États-Unis ou leurs alliés entraînerait la fin du régime de Kim Jong-un. La Corée du Sud a fermement condamné son voisin du Nord. Séoul estime que Pyongyang fait peser une grave menace sur la paix et la sécurité de la péninsule coréenne, ainsi que de la communauté internationale. La Chine, proche allié de Pyongyang, n'a pas réagi à ce dernier tir. Le régime de Pékin affiche son ferme soutien à la Corée du Nord. Les appels à un cessez-le-feu se multiplient alors qu'Israël poursuit son opération visant à détruire le Hamas. Les pressions sur le gouvernement sont montées en puissance depuis l'annonce vendredi de la mort de 3 otages tués par des soldats qui les ont pris par erreur pour des combattants palestiniens. La guerre a rasé une grande partie du nord de l'enclave, tué près de 19 000 civils et poussé la plupart de la population gazaoui vers la partie sud du territoire assiégé. Dimanche, des dizaines de camions de secours ont été encerclés par des civils après avoir traversé le terminal de Rafah avec l'Égypte. Les Palestiniens affamés ont forcé le convoi à s'arrêter, puis se sont précipités pour mettre la main sur la cargaison. Par ailleurs, Israël a accepté pour la première fois d'ouvrir un de ses points de passage frontaliers à Kerem Shalom afin de laisser transiter davantage d'aide humanitaire à Gaza. De leur côté, 4 eurodéputés du groupe parlementaire centriste Renew Europe, originaires de France, de Suède et d'Irlande, ont ajouté leur voix aux appels à un cessez-le-feu suite à leur voyage au terminal de Rafah. Il y a une volonté quasi générale d'obtenir ce cessez-le-feu au profit des populations civiles de Gaza d'un côté, mais également pour trouver une solution pour les otages qui sont entre les mains du Hamas. Le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin est actuellement en visite au Moyen-Orient. Tout en soulignant son engagement à soutenir le droit d'Israël à se défendre, Washington appelle également le gouvernement israélien à prendre des mesures pour protéger les civils à Gaza. Le conflit entre Israël et le Hamas menace d'embraser la région. Au Moyen-Orient, ces derniers jours, les rebelles houthis yéménites ont lancé une série d'attaques contre des navires. Plusieurs bateaux de guerre occidentaux ont intercepté des drones et des missiles lancés depuis le Yémen vers Israël. Un navire de guerre américain a stoppé 14 missiles samedi. Inquiets, les États-Unis ont décidé de mettre en place une opération spéciale afin de sécuriser cette voie maritime en mer Rouge, la plus fréquentée au monde. L'armateur français, CMA-CGM, ainsi que la compagnie italo-suisse MSC, connue notamment pour ses croisières, ont décidé de suspendre la traversée de la mer Rouge. Ces attaques de drones et de roquettes, lancées par les Houthis, avaient débuté dès le mois d'octobre, en réaction à l'opération militaire israélienne dans la bande de Gaza. Un homme a été tué lors d'une attaque russe à Odessa dans la nuit de dimanche à lundi. Mais les dégâts sont également matériels. Selon le gouverneur régional de cette ville portuaire, les débris d'un drone abattu seraient tombés sur une maison, déclenchant un incendie. 3 bâtiments résidentiels et un entrepôt d'équipements sportifs auraient aussi été détruits. Depuis quelques semaines, Moscou et Kiev ont intensifié leurs attaques de drones. Les autorités ukrainiennes ont affirmé avoir abattu un missile et 20 drones russes dans la nuit de samedi à dimanche. De son côté, Moscou a déclaré avoir détruit 33 drones ukrainiens. Après bientôt 2 ans de guerre, la Russie accentue la pression sur le territoire.
Lors du congrès de son parti politique, Vladimir Poutine, candidat à la prochaine présidentielle de mars, a promis de faire de la Russie une puissance souveraine et autosuffisante face à l'Occident. En Pologne, un rassemblement a eu lieu dans la capitale pour réclamer la libération des prisonniers de guerre ukrainiens, une manifestation coordonnée par des résidents ukrainiens de Varsovie et d'autres villes de Pologne, avec le soutien d'activistes locaux. Le Premier ministre polonais Donald Tusk s'est engagé à redoubler d'efforts pour apporter une aide accrue à l'Ukraine, considérée comme une priorité pour son nouveau gouvernement. Les populistes en tête en Serbie. Le président serbe Aleksandar Vučić a revendiqué dimanche soir la victoire de son parti aux élections législatives. Un bras de fer a eu lieu entre le SNS, le parti au pouvoir de droite nationaliste, et le SPN, la coalition centriste Serbie contre la violence. Le SNS d'Aleksandar Vučić devrait sortir renforcé avec au moins 127 sièges sur les 250 que compte le Parlement. Lista Srbija ne sme da stane, imaće svakako više od 127 mandata. Da li će biti 128, 129 ili 130? Ono što je rezultat ovih izbora, dakle, jedna lista, Srbija ne sme da stane, imaće apsolutnu većinu. De son côté, l'opposition devrait remporter 23% des voix selon les estimations. La liste du SPN a d'ores et déjà dénoncé des irrégularités, notamment des achats de voix, des fausses signatures et des électeurs fantômes à Belgrade. Une équipe d'observateurs a également affirmé avoir été attaquée dans le nord-est du pays. Les élections étaient suivies par plus de 5500 auditeurs, serbes et étrangers, un chiffre jamais vu en Serbie. Les résultats officiels ne sont pas attendus avant lundi soir. Alors qu'il célébrait son 87e anniversaire au Vatican, le pape François a déploré dimanche la mort de 2 femmes dans une paroisse catholique à Gaza. La veille, une mère et sa fille avaient été tuées par un soldat israélien dans la paroisse où se réfugient les familles chrétiennes depuis le début de la guerre, selon le souverain pontife. 7 autres personnes auraient été blessées. Le pape François a adressé ses pensées à tous les enfants qui s'apprêtent à vivre un Noël difficile sur des lieux de guerre ou dans des camps de réfugiés. Un chauffeur Uber ou un livreur Deliveroo doit-il être considéré comme un travailleur indépendant ou un salarié? Le Parlement européen et les États membres de l'Union sont parvenus mercredi à un accord pour encadrer et améliorer les conditions de travail liées aux plateformes numériques. Le compromis fixe des critères pour qualifier le statut d'employé. Non ci possono essere falsi lavoratori autonomi in giro tra I rider, tra categorie di lavoro che sono tra le più sfruttate, tra le meno pagate, tra le più precarie. O sei un lavoratore autonomo vero o sei un lavoratore dipendente e ti meriti quelle tutele sociali. L'accord établit 5 indicateurs. Si 2 d'entre eux sont réunis, il existe dès lors une présomption de relation de travail et le travailleur devrait être considéré comme un employé et bénéficier de droits sociaux comme un salaire minimum ou une protection de santé. Ces indicateurs comprennent la fixation de limites supérieures au montant de la rémunération, une supervision par le biais d'une application, le contrôle de la répartition des tâches, choisir les horaires de travail et enfin le port de vêtements d'entreprise. Les lobbies des plateformes, ils ont réussi à trouver des alliés au sein du Parlement, mais surtout au sein du Conseil de l'Union européenne, donc qui représente les États membres. Et donc, jusqu'au dernier moment, ils ont tout fait pour détricoter, pour saboter la directive. On est passé à 2 doigts, vous savez, d'avoir une directive qui ne soit pas favorable pour les travailleurs, mais qui soit une directive favorable pour les plateformes, qui soit une directive pro-Uber. Les représentants des plateformes n'ont pas souhaité réagir aux demandes d'Euronews. Selon les données du Parlement, il y aurait 5,5 millions de travailleurs concernés qui sont actuellement considérés à tort comme des indépendants. Ce compromis doit aussi rendre les algorithmes plus transparents. Les plateformes devront fournir des informations à leurs collaborateurs. Collision ferroviaire dans le sud de l'Espagne. 2 trains transportant 253 personnes sont entrés en collision samedi soir vers 22 h, faisant 13 blessés. L'incident s'est produit dans la municipalité d'Alhora, dans la province de Malaga. Les passagers ont été évacués en urgence en raison d'un risque d'incendie, la collision ayant provoqué une fuite majeure de diesel.
Les trains ont partiellement déraillé et un a failli se renverser. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l'incident. Il est le nouvel homme fort de la gauche au Portugal. Pedro Nuno Santos a remporté ce week-end les primaires du Parti socialiste avant les législatives prévues en mars prochain. L'ancien ministre aux infrastructures, qui a obtenu 62% des voix, récupère par la même occasion les fonctions de secrétaire général du PS à la place d'Antonio Costa. La démission du poste de Premier ministre de ce dernier, accusé de corruption et de trafic d'influence, a entraîné des élections anticipées. Les partis de droite sont favoris de ces législatives selon les derniers sondages. C'est un procès qualifié d'historique qui s'est ouvert ce lundi à Hong Kong, celui du magnat des médias Jimmy Lai, poursuivi pour crime contre la sécurité nationale. Le milliardaire de 76 ans, qui est très critique des autorités chinoises, est emprisonné depuis 3 ans, et ce, en vertu d'une loi imposée par Pékin en 2020, un an après les grandes manifestations pro-démocratie. Le procès doit se dérouler en audience publique pendant 80 jours. Jimmy Lai risque la prison à vie. Avec 55,75% des voix, les Chiliens ont rejeté dimanche le projet de nouvelle constitution. C'est la deuxième fois en un peu plus d'un an que les électeurs votent contre le changement de la loi fondamentale qui date de l'ère Pinochet. En septembre 2022, une première proposition soutenue par le jeune président Gabriel Boric avait déjà été rejetée, un revers pour le chef de l'État dont la popularité est en baisse. Ce dernier a fermé la porte à toute nouvelle tentative de changement constitutionnel.